sommes le samedi 25 février, il est 15h15, jour d'ouverture du 54e Salon de l'Agriculture et je vous l'avais promis, nous voici dans le hall des régions, juste à côté du stand de la Nouvelle-Aquitaine. Ça tombe bien. De canards qu'on a vu dans le reportage a dû envoyer depuis ce reportage tous ces animaux à l'abattage, c'était hier. On annonçait tout de même l'abattage de 600 000 canards landais. Finalement, 360 000 bêtes seront euthanasiées. La réalité est celle-ci, les Landes, département français le plus touché par cette crise sanitaire. Accueillons notre nouvel invité, Jacques Maté, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au réseau Serre France, professeur associé en sciences économiques à l'Université de Poitiers, spécialiste du monde agricole. Alors vous, ces crises sanitaires, c'est une problématique qui vous inquiète pour l'avenir? C'est une vraie problématique, ce sont des problématiques pour lesquelles on n'a pas de réponse. C'est en cela que ça pose question. Les pouvoirs publics n'ont pas vraiment de réponse. On ne sait pas quel est le périmètre, le bon périmètre pour éradiquer par exemple le virus. Donc combien faut-il abattre de canards? L'autre problème, c'est que les éleveurs, eux aussi, n'ont aucune réponse. Et les consommateurs s'inquiètent aussi, puisqu'on le rappelle souvent qu'il n'y a pas de danger pour l'humain. Malgré tout, les inquiétudes demeurent. C'est évident, dès qu'il y a des problèmes sanitaires, l'assiette c'est quelque chose d'important pour nous, sociologiquement. Et donc on voit bien qu'au moment de la crise de la vache folle, ça a été un élément aussi extrêmement questionnant sur le contenu de l'assiette. Donc là c'est normal que le consommateur aussi s'inquiète, même si on sait que pour le moment il n'y a pas de transmission. Mais la question, c'est que toutes ces crises créent de la désespérance. Et c'est en cela que le manque de réponse fait que les différents acteurs de la filière, en fait, eh bien, sont extrêmement tendus en ce moment. Et puis, et ça, c'est un vrai problème. Ne pas apporter de réponse, c'est le pire de ce qu'on peut avoir dans une crise. Arthur, vous avez prévu donc d'ouvrir votre petite entreprise de maraîchage bio. Et il y avait une diversification possible. Racontez-nous. Oui, je veux faire une diversification avec des poules pondeuses. Donc la grippe aviaire, ça vous inquiète? Mais nous, on n'est pas dans notre... chez nous, on n'est pas trop touchés. Mais oui, ça m'inquiète quand même un peu parce que... après, pour l'instant, c'est que le canard. Mais est-ce qu'ils vont s'attaquer après à toutes les autres volailles? Ça, c'est... Donc ça plane. Il y a plein de questions comme ça qui viennent et puis on n'a pas les réponses. Jacques Maté, on vient de parler de la grippe aviaire, il y a le prix du lait, la crise du porc, la tuberculose bovine, il y a eu en Limousin récemment. Toutes ces crises, évidemment vous parlez de désespoir, mais donnez-nous quand même des raisons d'espérer. Il y a des points positifs dans tout ça? Alors, une des raisons des crises, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il y a cette ambiance dans le monde agricole de mal-être? Bon, c'est lié aussi à des évolutions, notamment le fait que la politique agricole, le système de soutien a changé et qu'une exploitation, ça ne se conduit pas comme ça, comme une automobile, hein, c'est plutôt un tanker. Et donc, on ne modifie pas la voilure. Cette Nouvelle-Aquitaine, elle peut aider aujourd'hui les agriculteurs, la nouvelle région? Le problème, c'est qu'en termes de volume de soutien, on donne autant d'argent, il y a toujours autant de soutien dans le monde agricole, mais on a l'impression qu'ils sont inefficaces. Et c'est ça qui pose question. Et les agriculteurs se rendent bien compte, quoi. Mais il y a des raisons quand même d'être positifs. Alors, moi, je crois, parce qu'on voit que d'abord, la demande alimentaire à l'échelle mondiale est très largement supérieure à l'offre. Donc, il y a une utilité à la profession agricole. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, le contenu de l'assiette, c'est un élément très important pour les consommateurs que nous sommes. Et donc, il y a un lien fort entre moi, consommateur, et mon fermier, comme les Américains appellent ça un fermier de famille. Moi, je trouve ça un super beau mot. Hein, est-ce qu'on a tous un fermier de famille? Et c'est ça aussi la responsabilité du monde agricole. Une bonne nouvelle aussi, peut-être avec vous, Marina, les exploitations ferment sur le plateau de Millevaches. Pour votre oncle, l'avenir est assuré grâce à vous. J'imagine qu'il doit être très fier. Oui, il est très fier. Après, c'est compliqué de s'installer. Maintenant, vous posez des questions malgré tout. Je me pose énormément de questions. Comment s'installer? Avec quels moyens? On nous propose des aides, mais on veut pas ça, nous. Ce qu'on veut, c'est notre vache qui soit payée un bon prix, quoi. Directement. Vous aussi, Arthur, vous m'évoquiez ça, cette problématique des aides. Vous êtes un peu perdu pour l'avenir. Ça, c'est une problématique, hein? Oui, je contacte plein d'organisations et j'ai jamais de réponse précise. Donc après, qui peut nous aider, quoi? Parce que si les organisations spéciales pour ça le font pas, mais moi je me pose la question quand même.
brièvement, Jacques Maté, pour conclure cette partie, les aides, elles existent, elles sont présentes, elles ne sont pas assez développées? Alors, c'est pas un problème, c'est un problème d'efficacité. On a modifié, pendant 40 ans, les agriculteurs étaient protégés du marché, de la volatilité des marchés. Le système d'aide faisait ça. Et on a modifié ce contexte-là et on a le monde agricole qui se retrouve extrêmement sensible aux variations de prix. Et ça, on n'a pas encore trouvé les moyens et il faut qu'on trouve des moyens pour que les agriculteurs soient moins exposés aux variations de prix et qu'on puisse lisser ça. Et c'est un problème de politique publique. Jean-Baptiste, l'éleveur dans le reportage disait que l'agriculteur c'est le métier le plus stressant du monde. Maintenant que vous êtes sur les planches au théâtre, vous confirmez? Oui, ça reste très stressant à notre niveau, malheureusement, qui est celui de l'insécurité au premier plan, et parce que ça engage beaucoup plus de choses. Quand on est comédien, si ça marche pas, c'est jamais qu'un spectacle. C'est jamais qu'un spectacle. On rentre chez soi et puis on arrête, on fait autre chose. C'est pas une obligation. Quand on est agriculteur, ça engage tellement de choses, tellement d'investissements, tellement d'emprunts, c'est une catastrophe si ça se plante. Et oui, en ça, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Alors dans ce contexte, on va parler d'un autre sujet. La ferme de Saint-Martial-le-Vieux en Creuse. Elle a ouvert ses portes en juin 2016. Cette exploitation permet d'engraisser plusieurs centaines de broutards. Éleveurs, associations, syndicats agricoles, tous ont leur point de vue sur ce site qui cristallise les tensions sur un sujet qu'on appelle aujourd'hui la condition animale. Retour sur un sujet polémique, un long feuilleton présenté par Anaïk Demars et Andrea Ballot. C'est dans les mois qui viennent, ce qui ne manquera pas d'alimenter à nouveau la polémique. Et à noter qu'une vidéo a été réalisée, une vidéo d'explication a été réalisée par les éleveurs du centre d'engraissement. Sur Internet, elle a réalisé déjà plus de 10 000 vues. Jacques Maté, on a aussi vu des visites organisées sur place pour le grand public. C'est la preuve qu'il y a une vraie préoccupation du grand public sur le bien-être animal. Une bonne nouvelle peut-être. Oui, alors voilà un exemple un petit peu qui fait vraiment polémique en ce moment, c'est le modèle de concentration agricole. Quel est votre avis sur cette question? Alors, c'est quand même complètement différent. On était focalisé sur la ferme des 1000 vaches. La ferme des 1000 vaches, qu'on a dans le nord de la France, c'est un modèle purement capitalistique avec des investisseurs qui ne sont pas des agriculteurs. Là, effectivement, ça pose beaucoup de questions. Dans ce cadre-là, ici, ce qu'on a en Limousin, c'est un projet collectif d'éleveurs qui mettent leurs moyens, leurs compétences et puis leur argent dans un projet où on va engraisser des animaux qui, pour le moment, ne sont pas engraissés en Limousin. Donc c'est une logique de valeur ajoutée territoriale. On conserve de la valeur, parce qu'autrement, de toute façon, ces animaux, ils ne sont pas engraissés dans le Limousin. Alors la question à se poser, effectivement, est-ce que ce mode d'élevage respecte des codes, notamment le bien-être animal, des problèmes de codes environnementaux? Donc ça, effectivement, il faut le vérifier, il faut y regarder de près. Mais l'outil en lui-même, moi, me pose pas de problème. On est vraiment dans un outil d'exploitation sur une structure qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui est une structure agricole. Marina, on peut peut-être vous poser la question. Vous habitez juste à côté de cette ferme des Milleveaux. On parle de bien-être animal. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes allé sur le terrain? Alors pour moi, le bien-être animal est totalement respecté. On le sent quand un animal est pas bien, il est stressé, on le sent. Et là, c'est sur air paillé. Il faut aller le voir. D'ailleurs, il y a des portes qui sont ouvertes pour aller les voir. Et c'est très intéressant à voir et voir que les animaux, ils sont en bon état, ils sont bien occupés. C'est vraiment. Jean-Baptiste, vous aviez une petite exploitation de veaux sous la mer. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, qu'on soit sur une petite exploitation comme une exploitation un peu plus grande, à partir du moment où les règles sont respectées, le problème, c'est que c'est le même souci avec le foie gras de canard. C'est un problème de consommation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne veut plus tuer des animaux, on en fait quoi? Là, c'est la question de la taille tout de même. Hein. C'est la question de l'ampleur de... C'est une grande question. En tout cas,
les consommateurs, en tout cas, eux, s'intéressent à ces problématiques. De la même manière, on a vu dernièrement plusieurs enseignes de distribution ont décidé de supprimer les œufs de poule élevés en cage de leurs rayons. Pour vous, Arthur, votre projet, il est bio et c'est volontaire. Ah oui, c'est volontaire. Pourquoi vous avez eu cette envie réelle? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et, moi, je vais prendre mon exemple, mais je me vois mal, comme pour les poules, être enfermé toute une journée dans un bâtiment. Oui. Et comme me disent, tu produis, et surtout, tu vois pas la lumière du jour. Moi, je me vois mal comme ça, alors moi, je vois les animaux comme ça aussi. Clairement, rapidement, Jacques Maté, ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il peut avoir un impact sur une production. Ah oui, c'est clair. Alors, on voit des réactions dans le cas de la ferme des 1000 veaux. Sur le plan, par exemple, autour du problématique des œufs, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. On voit que là, il y a une modification profonde de l'appréhension du consommateur et que cette demande de poules élevées autrement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et donc, il y a des évolutions dans le comportement du consommateur pour lequel on est obligé d'en tenir compte dans le mode de production en agriculture parce que c'est des évolutions absolument profondes. Quasiment, c'est des évolutions, là encore, de société, quoi. Marina, Arthur, merci d'être venus nous parler aujourd'hui. On vous souhaite évidemment un bon salon de l'agriculture et une très belle carrière. On croise les doigts pour vous et pour vos exploitations respectives. Merci. Alors, trouver de nouveaux modèles d'exploitation pour l'agriculture de demain. Je vous propose à présent de découvrir 2 projets hors du commun. Alors, à l'inverse de vous, Jean-Baptiste, 2 hommes ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne, pour s'en sortir. Le premier a misé sur les circuits courts et la diversification. Le second sur la science. Oui, je vous répète, la science. On découvre... Le bonheur est dans le pré pour ces 2 agriculteurs et ça fait du bien. Quittons les prés pour parler, parce qu'on les oublie peut-être un peu trop souvent sur ce salon, des paysans de la mer avec notre nouvelle invitée Leslie Widman. Bonjour, vous êtes directrice de l'agence Odyssée Développement, une agence d'études et de conseil en économie maritime. Alors, le jeune Sacha, on l'a vu, il mise sur le circuit court et la diversification comme une pratique indispensable pour l'agriculture. C'est aussi le cas pour les produits de la mer ? Bonjour, oui tout à fait, c'est absolument essentiel pour les produits de la mer d'être comme pour les produits agricoles sur une identification très stricte qui est une garantie pour le consommateur et sur de la traçabilité. Et les circuits courts font partie d'une demande des consommateurs mais aussi de quelque chose que souhaitent nos producteurs aquitains. Alors Jacques Maté, vous avez créé une bible pour nous, bien utile à lire quand on veut tout savoir sur les circuits courts. Dans les circuits courts parus 10 clés pour réussir, parus aux éditions France Agricole. Alors pour vous, c'est une solution, ça fait partie des solutions pour l'agriculture de demain. Oui, ça s'ajoute au reste. Hein. C'est-à-dire c'est pas le circuit court contre le modèle agro-industriel. Hein. C'est quelque chose qui se rajoute. Alors ce qui est intéressant, c'est que au-delà de remplir l'assiette, ce que je dis dans les circuits courts, ça remplit l'esprit aussi. Ça remplit surtout l'esprit du producteur qui retrouve un sens à son métier, même si le travail est compliqué, difficile, astreignant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Mais on le voit en lisant votre livre, ça ne s'improvise pas de faire du circuit court. Hein. C'est extrêmement professionnel et c'est réservé souvent, ce que je dis, aux meilleurs, quoi. Au meilleur, à celui qui a les meilleures idées, à celui qui a les meilleurs savoir-faire. Et à celui qui sait être aussi un bon vendeur. Vous insistez là-dessus. Et c'est bien ça la difficulté. C'est pour ça que pour un producteur qui est souvent sa compétence, c'est sur la production. Un circuit court, il faut être aussi un bon cuisinier et puis il faut être un bon marketeur, un bon commerçant. Souvent, les femmes d'agriculteurs ont un rôle à jouer là-dedans. Hein, et sur la même personne, c'est quand même beaucoup de missions. Hein. Ouais, beaucoup de travail. Jean-Baptiste, quand on vous voit taquiner les agriculteurs dans votre spectacle, est-ce que vous pensez que les agriculteurs de demain peuvent être de bons commerciaux ? Oui, je pense qu'ils le sont déjà. Moi, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les maquignons parce que c'est une petite exploitation. Donc, je vendais mes veaux au cas par cas et c'est passionnant aussi. Je pense qu'ils ont ça. Après, ce qui manque peut-être, c'est maintenant de voir d'une manière plus large, d'écouter le consommateur et effectivement de voir comment on peut s'adapter à l'heure actuelle à la consommation. C'est un problème compliqué et comme le dit Jacques, je trouve ça hyper intéressant, c'est bien de pas aller dans une violence où on dit non, il faut pas faire comme ça, arrêter et changer de système. Mais je trouve que ça c'est magnifique de pouvoir proposer des nouvelles solutions intéressantes et qui donnent des clés, qui soient suffisamment séduisantes, quoi. Leslie Widman, il y a
pour les produits de la mer, il y a aussi une problématique, ils ne sont pas assez connus. Il y a un travail à réaliser, beaucoup de travail à réaliser en fait. Absolument. Les pêches françaises sont extrêmement riches d'une diversité de produits, poissons, coquillages et crustacés, très abondantes. On parle de plus de 100 espèces commercialisées sous les criées, les 37 criées françaises, les 5 criées de Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, le consommateur français spécialise un peu sa consommation sur des produits d'aquaculture plutôt que des produits de pêche parce qu'il les connaît mieux et ce sont des produits pour lui à ses yeux plus faciles à mettre en œuvre alors même que les pêches françaises, les pêches artisanales françaises lui réservent toute une gamme, toute une diversité d'espèces qui sont à faible prix puisqu'elles sont moins recherchées et qui sont disponibles quotidiennement sur nos ports de pêche. Jacques Maté, autre problématique. Alors là, j'ai découvert quelque chose. Il y a beaucoup d'exploitations en bio, en AMAP, des créations de circuits courts militants. Et ce ne sont pas forcément ceux qui marchent le mieux. C'est moins un problème de marcher mieux qu'en termes de volume. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça fait partie d'une forme de distribution. Il très reste de la intéressante, formation. Mais il y a vraiment une multitude de formes de distribution. En ce moment, il se développe beaucoup de magasins de producteurs. Il y a des marchés qui deviennent festifs. On a ça en Dordogne, par exemple. C'est ce que j'explique, le lien entre le circuit court et le festif. Enfin, il se passe des choses assez extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, tout compte fait, on n'est pas forcément leader. Et il y a d'autres pays où ça se passe, je pense en Italie par exemple, je dis souvent aux producteurs, allez en Toscane voir les Italiens travailler, c'est extraordinaire. Ce sont les Gucci du circuit court, les Italiens. Il faut aller aux États-Unis ou au Québec, il se passe des choses extraordinaires en ce moment aux États-Unis sur les nouveaux schémas alimentaires. Et on invite les agriculteurs à lire votre livre, hein, donc je le rappelle, dans les circuits courts, parce que ça donne vraiment toutes les clés quand on veut se lancer, mais qu'on ne sait pas comment faire. Vraiment, c'est une bible à avoir dans sa table de chevet pour quand on veut devenir agriculteur et qu'on veut faire du circuit court. Merci beaucoup, Jacques Maté, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Alors, pour pouvoir devenir un bon agriculteur et savoir s'adapter au contexte économique, il faut avoir été bien formé, évidemment. Riou, Patrick, avoir accompagné cet après-midi, je n'en ai pas parlé. Merci à toutes les équipes de France Télévisions qui ont rendu possible cette émission, aussi bien en Aquitaine qu'à Paris. Et puis un petit clin d'œil également à tous les producteurs qui nous ont proposé les bons produits qui sont présents sur le plateau. Alors j'ai fait une petite liste, hein, parce qu'il faut donner envie, on est samedi après-midi, vous aurez peut-être des idées pour le repas de ce soir, de vous rendre au Salon de l'Agriculture. Vous avez rendez-vous jusqu'au 5 mars prochain pour cette 54e édition. La fête se poursuit, vous l'entendez ici, et c'est tant mieux, car c'est, comme je le disais tout à l'heure, une grande fête, le Salon de l'Agriculture. À suivre un numéro inédit des carnets de Julie avec Thierry Marx. On parlera encore de bien manger. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans votre région à 19h, sur Internet aussi. Mais les dernières images au Salon de l'Agriculture. À bientôt.